Merci de m'avoir invité et j'espère que je vais coller un peu au sujet, même si je ne vais pas parler exactement complètement en tout cas de ce qu'il y avait indiqué dans le titre. En fait, c'était un prétexte à apprendre quelque chose d'un peu plus général, essayer de réfléchir un peu avec vous sur le contexte du développement de l'éthique contemporaine, de faire une sorte d'éthique en contexte, dans la mesure où je pense qu'il est important de bien comprendre dans quel contexte social et politique on se trouve au moment où on entame une réflexion éthique. Alors pour le faire, je vais prolonger des choses que j'avais un peu dites l'année dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, rassurez-vous, il n'y a pas du tout, c'est pas du tout un problème. J'avais esquissé la dernière fois un panorama contemporain de ce que j'avais appelé, à la suite du philosophe Michel Foucault, des régimes de vérité. Et on va voir que l'un des grands enjeux de l'éthique contemporaine, c'est sur ce problème de régime de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire, régime de vérité? C'est la manière dont s'organisent à un moment donné dans l'histoire les réponses aux problèmes suivants, je les donne, à quel type de savoir, à quel type de grille d'analyse sur le réel, à quel type de procédure et de règles définissant des objets de connaissance je dois me lier dans ma décision. Je dois accepter de me soumettre. Autrement dit, à quel type de vérité je dois accepter de me plier. C'est pas un problème, par conséquent, qui concerne spécifiquement le contenu scientifique ou non de tel ou tel savoir. Ni même les procédures qui, à l'intérieur d'un savoir, permettent de définir les règles qui permettent d'atteindre une vérité. Mais c'est un problème qui pose la question de la manière dont il faut accepter ou non de se soumettre à un savoir, à une vérité dans la prise de décision. Et comment on va organiser le champ institutionnel, quel type d'acteurs on va accepter comme légitime pour répondre à ce type de questions-là. Vous voyez que c'est très différent d'une question qui concerne simplement la question de la vérité scientifique. C'est même si la vérité scientifique est énoncée comme telle, au nom de quoi est-ce qu'il faudrait que je m'y plie ou pas dans ma décision? On va voir que beaucoup de questions éthiques se posent en réalité à ce niveau-là. On va voir qu'il n'y a pas que ça, mais elles se posent à ce niveau-là. Alors l'une des choses que j'essaierai de vous montrer, c'est comment je pense qu'aujourd'hui on est dans un système de transformation assez fort du régime de vérité dans lequel on a été pendant un certain temps, qui met au cœur justement ce problème éthique. Alors pour commencer, je vais faire juste quelques remarques très générales sur l'éthique, et après j'entrerai dans le détail. Il me semble qu'il y a deux manières principales qui vont certainement rejoindre un peu ce qu'a dit Bouillon tout à l'heure, de faire de l'éthique actuellement. La première, c'est ce que sans doute il a appelé la morale, c'est une conception déterminante de l'éthique. Déterminante au sens où il s'agit de ranger les phénomènes sous de grands principes généraux qu'on pose comme essentiels pour des raisons qui peuvent être d'ailleurs très diverses. Parce qu'ils renvoient par exemple à des conceptions de l'homme, du bien, à certains principes religieux, culturels, etc. Donc on pose des principes abstraits, des lois générales, et on cherche à penser les faits sous ces lois, à essayer de discriminer un peu ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire à partir de ces principes généraux. Et on va convoquer des philosophes parce qu'ils dispenseraient un savoir un peu mystérieux sur ces principes. Ils auraient un savoir extraordinaire sur ces principes qui permettrait d'éclairer ça. Alors c'est ce qui se fait beaucoup justement dans le Comité national d'éthique, où on va essayer d'organiser une certaine pluralité des principes, des valeurs. C'est pour ça qu'il y a les représentants des différentes religions, par exemple, et on va soumettre tel ou tel fait et juger tel ou tel fait par rapport à ces principes qui ont été posés. Ça, c'est une première manière de faire de l'éthique, une manière qu'on peut dire surplombante, un peu abstraite, presque métaphysique, et relativement extérieure aux pratiques. Après, il y a une autre manière de faire de l'éthique, ce qu'il l'appelait sans doute lui l'éthique, qui se développe énormément ces dernières années dans un très grand nombre d'institutions, et qui est une conception réfléchissante de l'éthique. Alors si j'utilise ces termes, c'est des termes en fait de Kant, déterminant, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire subsumer, placer des faits sous des principes. Réfléchissant, c'est quelque chose que Kant a beaucoup travaillé, c'est l'idée sur laquelle vous êtes face à des phénomènes très divers, vous ne disposez pas de règles générales, et vous essayez de trouver quelque chose comme un fil conducteur qui vous permet de vous guider dans la diversité des phénomènes. Mais vous n'avez pas de règles générales surplombantes. Cette conception réfléchissante, elle part de situations localisées,
de faits problématiques dans des pratiques disparates, et elle vise à essayer de définir dans à peu près des guidelines, des règles plus ou moins provisoires qu'on va adopter pour régler une situation. C'est une éthique qu'on peut appeler une éthique procédurale, au sens où elle va définir des procédures pour se guider dans les faits. Et celle-là, elle part des pratiques beaucoup plus nettement. Et elle reste ancrée dans les pratiques. Bien, ces deux conceptions sont très intéressantes, et pour moi, à mon sens, la plus intéressante, c'est la deuxième. C'est celle qui se développe une fois plus dans beaucoup d'institutions aujourd'hui. Mais il me semble qu'il leur manque à l'une et à l'autre un élément important, quelque chose d'assez essentiel, c'est de prendre en compte les conditions et les contraintes sociales, économiques, politiques, au sein desquelles la délibération éthique non seulement s'exerce et est déterminée, mais peut-être plus fondamentalement, et c'est ce qui m'intéresse le plus, est elle-même intégrée. Si à un moment donné, on a un tel besoin d'éthique, et pour l'instant, on est dans une situation où on est dans une très forte demande d'éthique au niveau social et scientifique, c'est parce qu'il y a des transformations sociales, économiques, politiques qui ont créé et qui suscitent ce besoin. Ces analyses, elles laissent de côté, si vous voulez, les rapports de force sociaux, les dimensions politiques, économiques, idéologiques de l'exercice éthique. Soit parce qu'elle se situe dans une situation localisée. Le meilleur exemple, c'est vous avez tout un ensemble de comités d'éthique qui se créent, par exemple à l'hôpital, pour essayer de gérer telle ou telle situation concrète. Mais évidemment, cette situation concrète, elle est suscitée par tout un ensemble de transformations politiques et sociales plus générales qui ne sont pas prises en compte dans ce cas-là. Soit, comme c'est le cas dans l'autre version, la version plus métaphysique, parce qu'on a recours à des sortes de principes abstraits qui flottent un peu comme ça dans l'air, sans qu'on s'interroge véritablement sur les rapports de force qui permettent de les instituer. Évidemment, c'est une question fondamentale dans le Comité national d'éthique. Pourquoi est-ce qu'il est composé comme il est composé, par exemple? C'est évidemment parce qu'il y a des rapports de force particuliers qui permettent de faire rentrer tel ou tel représentant de tel ou tel courant. Et plus généralement, donc le problème qui, moi, m'intéresse le plus, c'est pourquoi cette demande d'éthique aujourd'hui? Pourquoi des institutions éthiques? Et dans quelles conditions est-ce que ça se passe? Alors, ma thèse générale, que je vais développer ensuite, c'est de dire que cette demande d'éthique, elle est intimement liée à une reconfiguration de ce que j'appelle le régime de vérité, qui fait que la valeur de la vérité scientifique, pour des raisons assez complexes, est remise en question. Non pas nécessairement, et j'y insiste, non pas nécessairement dans son caractère véridique, même si cette question-là aussi peut être posée. Non pas qu'on dise ce que disent les scientifiques n'est pas vrai, au sens des règles scientifiques. Même si, une fois de plus, cette question-là peut se poser aussi. Mais surtout dans le fait, et ça c'est assez différent, qu'elle oblige, qu'elle doit guider et qu'elle suffit à guider la décision, notamment la décision publique. Et si on a pris conscience de ça, alors on comprend, à mon avis, qu'il y a quelque chose de très important à faire dans la formation des chercheurs, notamment quand leurs recherches ont vocation à être impliquées dans le monde social, c'est qu'il ne suffit plus en tout cas, de dire c'est vrai et d'affirmer le caractère véridique de ces conclusions au niveau scientifique. Il faut être capable de rendre cette vérité acceptable, c'est-à-dire d'expliquer au public ce qu'elle signifie. Par exemple, cas extrêmement compliqué, expliquer que la vérité en science n'exclut pas l'incertitude ou la contradiction. De donner par ailleurs des gages de confiance, expliquer en particulier, et ça aussi c'est un grand problème, on va revenir dessus, qu'être financé par des opérateurs privés dans ces recherches, ce n'est pas nécessairement disqualifiant, on va y revenir. Et plus généralement, il faut développer toute une pédagogie de la vérité scientifique, et j'ose le dire, et je pense que c'est vraiment ça qui est en jeu derrière, une communication de la vérité scientifique, au sens le plus bateau du terme de communication. Et enfin, il faut être capable d'accepter que cette vérité se confronte à d'autres types de vérités, et est prise dans un jeu compliqué de rapports de force et de conflits de valeurs, où le chercheur, il faut le dire, est très souvent démuni et régulièrement instrumentalisé. Il faut sortir d'une certaine naïveté de ce point de vue qui applique, je crois, de développer des interactions entre les sciences humaines et sociales et les sciences fondamentales.
Pourquoi je dis ça? Alors, parce que là, je vais prendre juste un exemple très très rapidement. J'ai l'exemple d'un chercheur assez connu qui participait à un certain nombre de travaux et qui est interrogé ensuite dans les médias. Et lui, il dit ces trucs comme ça en tant que chercheur. Il présente les choses abruptement, simplement. Et les médias utilisent ensuite ces trucs de manière complètement biaisée. Et lui ne savait pas comprendre, il comprenait pas, il était absolument naïf de ce point de vue-là, il est resté complètement estomaqué de la manière dont il s'est fait reprendre ses propos de manière complètement inattendue. Effectivement, de ce point de vue-là, c'est très souvent le cas, il y a un véritable travail de communication, mais pas seulement de communication, de prise de conscience du fait que, dans le monde actuel, les énoncés scientifiques sont pris dans une lutte perpétuelle où il faut arrêter d'être relativement naïf de ce point de vue-là et penser que simplement parce qu'on dit la vérité, on va être finalement entendu. Alors, revenons sur les régimes de vérité dont je parlais. Je vais être assez schématique sur ce que je présenterai comme, disons, le régime de vérité qui a dominé jusqu'on va dire dans les années 70. Quand je dis qu'il a dominé jusque dans les années 70, d'ailleurs, j'entends absolument pas qu'il ne domine pas encore aujourd'hui, mais j'entends par contre qu'il est de plus en plus remis en question pour le meilleur et pour le pire, c'est ça qui m'intéresse. Il est très schématique, la manière dont je vais le présenter là, on pourra en revenir dessus après, parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est les contestations. Alors, premier élément du régime de vérité tel qu'il a dominé depuis les années 1960, jusque dans les années 70, élément décisif, la décision publique et même, en général pour certains, le système social tout entier doit s'adosser à la vérité scientifique. Quand je dis le système social tout entier, c'est la pensée notamment de ce qu'on appelle le positivisme, l'idée selon laquelle la société doit s'ordonner à la vérité scientifique. Principe essentiel qui émerge au XVIIe siècle, selon laquelle la vérité scientifique doit jouer le rôle d'arbitre, de juge-arbitre, pour trancher entre des intérêts divergents. Intérêts religieux, politiques, angoisses, etc. J'avais expliqué l'année dernière comment c'est quelque chose qui est très important au moment où se met en place l'articulation de la science et du pouvoir politique. C'est vraiment avec cette idée que la science va trancher dans des conflits qui sont des conflits sinon impossibles à gérer, notamment en Angleterre, au niveau religieux. Deuxième élément important, si cette vérité scientifique peut jouer ce rôle de libre arbitre dans les décisions, c'est qu'elle présente un certain nombre de caractéristiques. En particulier, premièrement, elle repose sur l'observation de faits objectifs, sur des expériences réglées, normées, qui peuvent être répétées par tout un chacun, indépendamment de sa situation, de ses opinions, de ses affects, de ses croyances. Elle renvoie, pour le dire autrement, à toute une éthique du savant, qui a été très travaillée, très élaborée par tout un ensemble de mythes du savant, dont les historiens et les philosophes des sciences Lauren Daston et Peter Gallison, dans un livre qui s'appelle Objectivité, ont fait l'histoire. C'est une éthique de l'objectivité. L'argument étant que finalement, l'une des parts essentielles du savant, c'est d'apprendre à s'abstraire de ses croyances, de ses conditions personnelles, sociales, dans lesquelles il se situe, de faire ce qu'on pourrait appeler une ascèse de la subjectivité, une ascèse du soi, mettre à distance le soi. Et ça, c'est littéralement éthique, soit dit en passant, éthique au sens le plus profond du terme éthique qui vous a été donné ce matin. L'éthos en grec, c'est d'abord un travail sur soi. C'est un comportement qu'on adopte, une règle de conduite qu'on adopte de manière personnelle. Et d'autre part, eh bien, cette vérité scientifique permettait de définir un niveau de réalité objectif. Je l'avais expliqué l'année dernière dans le cas du risque et des probabilités. Un certain niveau de réalité objective, par exemple du risque, sur lequel on pouvait prétendre intervenir. Troisième élément important de ce régime de vérité, vous voyez que je vais vite, c'est l'idée selon laquelle cette vérité scientifique s'appuie, ça c'est un point assez essentiel, sur des institutions bien identifiées, relativement centralisées, qui définissent les procédures de production de la vérité, qui recueillent les faits et qui homologuent les résultats. Exemple que vous connaissez, ce sont les académies des sciences, diverses académies, et qui d'un autre côté invalident tout un ensemble de savoirs traditionnels
ou amateur. Alors ça, au XVIIIe siècle, c'est un mouvement extrêmement important que vous voyez, un mouvement de disqualification de tout un ensemble de savoirs amateurs, par exemple celui des éleveurs, dans le cas qui nous intéresse, qui peut vous intéresser vous, et la prise de pouvoir au sens fort d'institutions centralisées, comme l'Académie de médecine, l'Académie des sciences, etc. Ça implique une revendication d'une certaine expertise qui a un certain nombre de caractéristiques. Premièrement, cette expertise demande un apprentissage long, difficile, par des étapes qui sont sanctionnées de manière professionnelle et institutionnelle, qui visent à établir que vous disposez du bon background scientifique, des bonnes normes scientifiques. Ça suppose aussi la reconnaissance de tout un ensemble de pairs qui font partie de la même communauté dans laquelle vous allez rentrer, et une légitimité reconnue par d'autres institutions, et notamment par les pouvoirs publics. Bon. Enfin, dernier élément, je vais aller vite là-dessus, la vérité scientifique, telle qu'elle se trouve définie par un ensemble d'experts et de disciplines reconnues, devient l'une des principales boussoles de la décision publique, et au fond, presque une valeur absolue. Si quelque chose est vrai, au sens où la science l'établit, alors elle oblige dans la décision. Alors, ça, c'est une version extrêmement schématique, très idéale typique du régime de vérité dans lequel on s'est situé, on peut le dire, plus ou moins au XIXe et dans une grande partie du XXe siècle, à titre d'idéal. Il s'agit d'un idéal, il ne s'agit évidemment pas de la réalité. L'une des choses que je ferai juste comme remarque là-dessus, c'est que ce régime de vérité, il a trouvé une incarnation plus ou moins formelle dans la manière dont c'est organisé au moment des 30 Glorieuses, donc jusque dans les années 70-80, la recherche scientifique elle-même, avec les grands instituts de recherche, financés par le public, qui étaient donc censés garantir le fait que c'était des intérêts publics qui étaient défendus dans la recherche, avec les grandes entreprises aussi, elles aussi dirigées par des personnes du public, et par des experts. Avec vous savez, tout le système de la planification, par exemple, qui existait aussi, cette idée selon laquelle c'est vraiment une certaine vérité scientifique et technique qui va guider les politiques publiques. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il faut bien avoir conscience que c'est aussi la remise en cause de ce modèle de société-là qui joue aujourd'hui dans tout un ensemble de problématisation de ce régime de vérité. On va le voir précisément ensuite. Alors, comment caractériser maintenant, justement, les transformations contemporaines qui, à mon avis, expliquent en partie la mise en avant de l'éthique dans la science. Je pense donc qu'on assiste à la contestation sur la plupart des éléments que je viens de décrire du régime de vérité que j'ai décrit, qui fait surgir l'éthique comme arbitre nécessaire entre des vérités en tension, entre la vérité scientifique et d'autres types de vérités qui se prétendent plus ou moins légitimement légitimes. Alors, le premier point sur lequel je vais insister, le statut nécessaire de l'articulation de la vérité scientifique et de la décision est remis en cause au nom de plusieurs arguments. L'idée donc selon laquelle c'est vrai, donc je me plie à la vérité, est remis en cause par plusieurs arguments. Le plus ancien et en fait le moins intéressant, c'est celui qui apparaît assez tôt, celui-là, par exemple dans le code de Nuremberg, vous savez ce code qui est l'un des premiers codes de règles de bioéthique qui a été élaboré suite au procès des médecins nazis à propos de l'expérimentation humaine. L'idée principale, c'est de dire la volonté de vérité, la volonté de connaissance ne peut pas et ne doit pas primer à tout prix. Elle trouve dans le respect de l'homme, des droits fondamentaux du sujet humain, une limite nécessaire et infranchissable. Une chose peut être vraie ou peut être nécessaire pour atteindre le vrai, par exemple l'expérimentation, mais elle ne s'impose pas parce qu'elle heurte l'humanité. Derrière, il y a une idée plus générale qui évidemment va connaître un énorme succès, notamment après Hiroshima. C'est l'idée, mais c'est une idée très vieille, celle-là aussi, c'est l'idée que le progrès scientifique et technique n'est pas nécessairement un progrès social et humain, et que bien au contraire, il peut produire des conséquences contre l'homme et le bien social. Donc, si la vérité scientifique ne s'impose pas nécessairement d'elle-même, alors il faut lui fixer des limites
qui la rendent acceptable. Et ces limites, ça va être effectivement des limites qui sont tirées de tout un ensemble de principes éthiques et moraux. Mais vous voyez que dans ce cadre-là, il s'agit encore juste de borner l'activité scientifique, de la pondérer. La valeur même de la vérité scientifique n'est pas mise en cause dans ce cadre-là. C'est différent dans les deux autres arguments, et notamment dans le dernier que je vais développer. Alors, le deuxième argument plus profond, c'est l'idée sur laquelle la vérité scientifique est une valeur parmi d'autres, qui n'a pas plus de raison que d'autres de s'imposer dans une série de situations. Elle doit être confrontée et s'affronter à d'autres types de vérités tout aussi légitimes. C'est un peu ce que disait Claude tout à l'heure dans les débats contemporains. On va retrouver des gens qui affirment des positions très différentes, fondées sur des procédures et d'arguments très différents, mais qui vont malgré tout coexister. Maintenant, l'argument le plus profond, qui est à mon avis celui qui prime aujourd'hui, c'est l'idée sur laquelle la science n'a aucune légitimité particulière en tant que juge-arbitre, parce qu'elle est marquée par deux dimensions fondamentales. Je vais insister beaucoup là-dessus. Première dimension, elle est fondamentalement incertaine. Elle ne tranche pas. Tout au contraire, elle produit de l'incertitude. On ne peut donc pas se fier à la science dans la prise de décision, parce qu'elle est elle-même un facteur d'incertitude. Alors là, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. On va juste souligner quelques points. Il est extrêmement difficile de faire admettre que l'incertitude existe effectivement en science, dans la démarche scientifique, et en particulier dans la recherche, mais qu'elle n'est pas contradictoire, je l'ai dit, avec la connaissance et l'existence de certitudes. Dans la science, les certitudes qui existent sont des propositions ou des systèmes de propositions relativement stabilisés, robustes, réglés par un système de normes rigoureuses et qui ont subi des tests multiples. Mais toute l'activité de la recherche, précisément, consiste à émettre des propositions moins stabilisées, qui doivent encore subir des épreuves et qui seront possiblement rejetées ou amendées. C'est ça l'activité de la recherche. C'est aussi, et c'est encore plus redoutable, essayer de s'efforcer de déstabiliser des propositions existantes, les mettre dans l'incertitude pour les rendre plus solides ou les abandonner. On peut donc dire effectivement, et ça c'est très clair, que l'incertitude est au cœur du travail scientifique. La science, elle produit de l'incertitude. Mais ça n'empêche pas cependant que ce qu'on peut affirmer en science est beaucoup plus contrôlé, beaucoup plus réglé que tout ce qu'on peut affirmer dans un autre domaine. Ça n'exclut pas qu'il y ait des vérités scientifiques très solides, et surtout que le mouvement même de la démarche scientifique soit réglé et extrêmement déterminé. Mais là où il y a un problème, c'est que comment faire passer ce mouvement dans le monde social ? La grande difficulté, c'est la discontinuité de la temporalité de la recherche scientifique et le mouvement qui existe dans le monde social. La temporalité du travail scientifique, avec ses règles, ses procédures, est extrêmement difficile à comprendre et à accepter dans un ordre social qui, de plus en plus, demande des décisions rapides, immédiates, dès qu'il existe une suspicion ou une incertitude sur telle ou telle technique, sur telle ou telle action. Vous avez beau dire, ok, il faut qu'on prenne le temps de la recherche, non, là il y a des suspicions, oui, mais ça ne veut pas dire grand-chose, dans le monde social, ça ne passera pas. C'est l'une des raisons de l'introduction du principe de précaution, d'ailleurs, dans un ordre social qui, en plus, et ça c'est un point qu'il faut vraiment mettre en avant, se trouve de plus en plus exposé à des risques qui sont liés au développement et à l'explosion même des innovations technologiques et à leur dissémination à l'échelle planétaire. Et qui cherchent à établir la responsabilité des risques encourus auxquels on s'expose plus ou moins volontairement en acceptant ces technologies. Ça, c'est l'un des vrais problèmes de actuelle, c'est que nos vies sont entièrement conditionnées par des systèmes techniques issus largement de la recherche. Dans ce que nous mangeons, dans ce que nous communiquons, de comment même nous procréons, nous nous divertissons, etc., notre monde est radicalement, mais vraiment, il faut insister sur le radicalement, un monde technico-scientifique. Or, personne ne dispose des compétences, ni des informations, ni des connaissances suffisantes pour savoir précisément à quoi il s'expose en acceptant de rentrer dans ce monde. Au fond,
D'ailleurs, il n'a pas le choix, il est obligé de rentrer dans ce monde. Mais donc, il est obligé de faire confiance à toute une série de décisions et d'acteurs en amont, qui valident, qui sont censés, plus ou moins, donc par exemple, évidemment, les agences, qui sont censées avoir discriminé entre les pratiques à risque ou les techniques à risque ou pas à risque, et in fine, aux chercheurs eux-mêmes qui ont produit ces techniques. Imaginez donc qu'à un moment ou une autre, la science dise « oui, mais je suis dans l'incertitude la plus fondamentale ». Le maillon le plus profond de la chaîne, celui qui est à l'origine du monde même dans lequel on est en train de dire que ce monde est incertain et qu'on ne peut pas lui accorder confiance. Et ça, c'est terrible. C'est la confiance sur l'ensemble du monde dans lequel on est qui s'effondre. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête parce qu'on comprend bien après le besoin de tout un ensemble de personnes de sortir complètement de ce monde technique et scientifique pour échapper à cette difficulté-là. Qui plus est, ça c'est un point qui me semble aussi important, c'est que les complexes scientifiques, techniques, dont nous dépendons de plus en plus pour tout un ensemble de choses, sont animés de deux logiques qui sont contradictoires. Une logique qui est la logique de la recherche, qui est un travail de très long terme et qui vise précisément à corriger et à préciser des incertitudes existantes, mais aussi la logique de l'innovation et de la mise sur le marché qui est exactement avec l'exigence inverse. C'est-à-dire qu'il faut produire des résultats et au plus tôt possible. Et la tension entre les deux pose de grandes difficultés. On va mettre sur le marché tout un ensemble de choses sur lesquelles on se situe encore en situation d'incertitude très forte au point de vue de la recherche. Exemple, alors là pour le coup redoutable, le cas des téléphones portables. Aujourd'hui, c'est une technique on ne peut plus du tout revenir dessus, alors que quand elle a été mise sur le marché, et jusqu'à aujourd'hui, il y a des incertitudes très fortes sur les effets qu'elle produit sur la santé. Grande difficulté. D'autre part, autre problème qui me semble assez important, le mouvement de la science est un mouvement d'autocorrection, de toute façon, de rectification à très long terme, qui va manifester des erreurs et des croyances erronées dans le temps. C'est le principe même de la science. Mais l'un des grands problèmes, c'est qu'est-ce qu'il en est dans un monde qui, par ailleurs, cherche à assigner des responsabilités très fortes, juridiques en particulier, et qui va tendre à identifier facilement erreur avec faute morale, voire faute juridique. Alors là, on rejoint un autre problème. Donc ça, c'était la première raison pour laquelle je pense que la science est, comme on pourrait dire, disqualifiée du point de vue de sa qualité de juge-arbitre. C'est sa dimension d'incertitude. Et la deuxième chose qui, à mon avis, est tout aussi importante à avoir, c'est l'argument selon lequel la science ne peut pas être un juge-arbitre, parce que quoi qu'elle en dise, elle n'est pas objective au-dessus des intérêts. Elle n'est pas cette sorte d'arbitre qui pourrait trancher entre des positions opposées parce qu'elle serait absolument objective et en dehors des intérêts. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette remise en cause de cet argument-là. Une certaine sociologie et philosophie des sciences dont vous a parlé d'ailleurs Claude ce matin, en particulier celle de Bruno Latour, mais pas seulement, a montré comment la vérité scientifique, loin d'être indépendante des luttes de pouvoir, des affrontements d'intérêts, des réseaux d'influence, est complètement traversée par eux, a conduit même à réduire les faits scientifiques à ça, ou simplement à ça, et là il y a un vrai problème, c'est-à-dire que il est vrai, je pense que personne ne peut contester le fait que l'activité scientifique est traversée de luttes de pouvoir, de stratégies intéressées, n'importe quelle personne qui travaille dans le monde de la recherche le sait. Ceci dit, une différence doit être faite entre ça et le fait de réduire le contenu de la science à ça. Alors, un certain nombre de sociologues sont passés de l'un à l'autre. Et en tout cas, ce qui compte, c'est l'idée finale, c'est l'argument selon lequel les sciences ne seraient que la concrétion, que la sanction de rapports entre des acteurs intéressés. Et donc, c'est un produit, un complexe d'intérêt, la science. Ça n'est pas du tout quelque chose d'inintéressé et de désintéressé. Ce qui évidemment pose de gros problèmes d'un point de vue de si elle s'érige en arbitre. D'autant plus, et c'est évidemment un autre facteur extrêmement important, d'autant plus qu'on a montré, et c'est assez facile de montrer que c'est vrai là aussi, le travail scientifique est présenté comme lui-même orienté, pour ne pas dire déterminé, par des intérêts privés sous-jacents.
en particulier dans le domaine de la recherche appliquée. Et là, évidemment, l'évolution même des modes de financement de la recherche va de plus en plus dans ce sens. Du fait que les recherches sont de plus en plus complexes et du fait de leurs coûts, elles exigent des financements privés. Il y a d'ailleurs une contradiction qui n'est pas inintéressante à souligner de ce point de vue-là, c'est que les mêmes personnes qui vont crier la science est déterminée par un ensemble d'intérêts privés, notamment dans le monde de l'agroalimentaire, dans le monde de la pharmaceutique, etc., ces mêmes personnes vont être aussi souvent les mêmes qui vont appuyer des réductions budgétaires de la recherche publique, sans voir qu'il y a ici un paradoxe très fort, parce qu'évidemment, en tout cas, de leur point de vue, la recherche publique assure une certaine forme d'absence de détermination par des intérêts privés, mais d'un autre côté, la réduction des budgets de ce point de vue-là ne va pas du tout dans ce sens-là. Alors, ça nous amène à évoquer la notion des conflits d'intérêts, problème éthique par excellence. Je voudrais juste faire 2 remarques sur cette notion parce que, à mon sens, elle est assez problématique. Quand on parle de conflit d'intérêts, on pense essentiellement à des intérêts privés, c'est-à-dire à la compromission du chercheur ou de l'expert avec des industries privées. Autrement dit, à des intérêts économiques. Alors évidemment, il y a énormément de problèmes qui se posent de ce point de vue. Mais il reste il y a tout un ensemble d'autres conflits d'intérêts dont on ne parle pas suffisamment et qu'il faut mettre aussi en avant. J'en mettrai juste en avant 2, là. Le premier, c'est celui qui d'ailleurs est listé dans la définition même des conflits d'intérêts que vous avez, qui est celui de la notoriété. Vous connaissez sans doute la mode actuelle des lanceurs d'alerte. Ces gens ces héros des temps modernes, presque, qui à l'encontre d'une communauté scientifique, dans une dimension presque sacrificielle, vont s'exposer sur la scène médiatique et politique pour dire « Ah, la situation est scandaleuse, etc. » Mais le problème, c'est que souvent, cette démarche est liée à une volonté de notoriété, notamment dans un monde médiatique extrêmement fort. On l'a vu relativement récemment, je ne vais pas insister là-dessus, avec une expérience qui a eu un grand succès médiatique. Et ça, il faut bien le prendre en compte. C'est-à-dire que, oui. Je pense que il y a un autre cas comme ça a été celui de la question de la vaccination à l'hépatite B, où le même problème s'est posé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que dans un monde médiatique, l'un des enjeux, c'est la quête de notoriété, et donc il y a des personnes, dans tout un ensemble de situations, parce qu'on pourrait, là on prend des exemples comme celui-là, mais on pourrait évoquer le cas d'Allègre ou d'autres qui sont dans cette quête-là. Il y a toujours une quête de notoriété qu'il faut prendre en compte de ce point de vue-là, et qui crée des conflits d'intérêts. Très difficile à penser ensuite, comment est-ce qu'on peut éviter ça? Autre problème, alors là, celui-là tout aussi important, c'est celui des intérêts politiques, au sens large du terme. Parce qu'on insiste beaucoup, et une fois de plus, à raison, sur les conflits d'intérêts qui existent avec les liens avec les entreprises privées, mais on devrait aussi insister sur les conflits d'intérêts qui existent avec des associations ou des organisations qui n'ont pas un but lucratif, certes, mais qui par contre ont des intérêts politiques et des objectifs politiques très nettement affichés. Vous le savez, toutes les organisations indépendantes dont parlent les médias ne sont indépendantes que si on a une conception très restreinte de l'indépendance. Si on entend par indépendance l'indépendance par rapport à des acteurs économiques, c'est certainement vrai. Si on envisage l'indépendance en rapport avec des intérêts politiques, on peut en discuter très longtemps. Et ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Même remarque en ce qui concerne le public, la croyance naïve selon laquelle le fait de faire partie de la recherche publique, ça nous permettrait d'être protégés de tout un ensemble d'intérêts. C'est avoir une vision très angélique de comment se passe la recherche publique. Tout le monde sait très bien qu'elle est déterminée par des conflits d'intérêts à n'en plus finir, des luttes de pouvoir, des stratégies personnelles qui rentrent en ligne de compte de manière très forte. Et par ailleurs, et ça c'est un autre point, avec une exigence d'obtenir des financements, comme l'expliquait Claude la dernière fois, qui est intimement lié au fait de faire apparaître le caractère pratique d'un certain nombre de recherches. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que
il faudrait trouver un moyen pour sécuriser sur le relativement long terme les financements des recherches pour éviter ce type de problème-là. Bon, il me semble que plutôt que de voir les conflits d'intérêts simplement du côté des entreprises privées, donc il faut plutôt prêter attention au fait que ce soit du côté des entreprises privées, du public et de tout un ensemble d'autres conditions que je viens d'évoquer, le vrai enjeu, c'est celui de l'autonomie effective des recherches et des règles qui permettent d'assurer cette autonomie et une certaine imperméabilité de la recherche par rapport aux pressions les plus diverses et par rapport aux intérêts les plus divers. Et là, on tombe effectivement sur la question de l'éthique du chercheur. C'est-à-dire que, in fine, il faut bien que d'une manière ou d'une autre, on s'en remette à l'éthique du chercheur, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, l'exigence morale, et c'est bizarre à dire, mais c'est la réalité, l'exigence morale qui fait partie de la recherche, qui est une condition de la recherche. Maintenant, soyons clairs, cette exigence morale, elle n'est possible que si on la rend possible. C'est-à-dire qu'il est quand même assez... Si on lui donne les conditions de possibilité de s'exercer. Cette exigence morale dans un monde où vous devez vous battre toutes les 5 secondes pour obtenir des financements, par exemple, elle est très difficile à maintenir. Donc, il y a aussi des conditions plus générales qui la permettent. En tout cas, pour ces deux raisons, je pense effectivement que la science est mise en cause dans sa qualité de juge-arbitre et qu'on trouve, résultat de plus en plus, des acteurs nouveaux qui vont lui être substitués à titre de juge-arbitre. Prenons quelques exemples. Le premier, c'est la justice elle-même, comme juge-arbitre. Vous savez que de plus en plus, c'est à la justice d'être amenée à trancher dans des prétentions où il y a des arguments scientifiques en jeu, ce qui pose de grands problèmes du point de vue de la justice. Comment est-ce que la justice est amenée à trancher dans des situations où vraiment sont en jeu des questions scientifiques de très grande force? Vous avez sans doute à l'esprit la condamnation, par exemple, des experts après le tremblement de terre d'Aquila, qui est très intéressante de ce point de vue-là. Hein. Autre acteur qu'on va convoquer à titre de juge-arbitre, c'est le politique, avec tous les problèmes que ça pose. Et enfin, tout un ensemble d'organisations citoyennes ou éthiques. Et c'est là, je pense, une fois de plus, qu'effectivement l'éthique prend une place importante parce qu'elle vise à trancher, à arbitrer entre plusieurs types de valeurs. Alors, deuxième point sur lequel j'insisterai, comme remise en cause, à mon sens, du régime de vérité dans lequel on pouvait fonctionner avant. Comme je l'ai dit, si la vérité scientifique s'est imposée comme arbitre des conflits, c'est qu'elle prétendait aider à définir un niveau objectif de réalité sur lequel il était possible de fonder une décision et, le cas échéant, d'agir. Ça allait de pair avec une certaine valorisation de l'objectivité, vertu cardinale de la science, excluant les émotions, les sentiments, les jugements, les angoisses comme autant de parasites, de perturbateurs dans l'accès à la vérité. Bon. Le fantasme qui est au cœur de ce régime de vérité, c'est celui d'une politique de la raison, d'une politique qui s'appuie sur la raison technique, scientifique, etc. Et qui est en même temps d'ailleurs une politique de l'économie, dans la mesure où il s'agit d'allouer les ressources existantes de la manière la plus rationnelle possible. Ce modèle politique disqualifie tout un ensemble d'acteurs, tout un ensemble de prétentions comme illégitimes, comme irrationnelles, tout ce que vous voulez. Alors, j'avais pris un exemple l'année dernière qui était la politique de gestion des risques qui incarne ça. L'idée, c'est de dire on va développer une politique de gestion des risques qui soit définie à partir du niveau objectif de risque. Je pourrais revenir dessus si vous voulez. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que ces dernières décennies ont été caractérisées par une revalorisation des expériences subjectives, émotionnelles, et plus généralement par le développement de tout un ensemble d'expertises d'un autre niveau qu'on appelle les expertises profanes dans la décision publique, qui viennent heurter de front les arguments scientifiques. Oui. Alors c'est ça, on va revenir dessus. Profane en quel sens? C'est tout l'intérêt du truc. Qu'est-ce que ça veut dire une expertise profane? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce sont des acteurs qui sont reconnus, qui plus est, légitimes de plus en plus dans la décision publique, alors qu'avant, ils pouvaient être plus ou moins mis de côté. Alors, ça s'explique par tout un ensemble de raisons et ça va permettre de mieux comprendre ce que c'est que l'expertise profane.
La première raison, c'est qu'à partir des années 1960-1970, dans un très grand nombre de secteurs, et en particulier dans celui de la santé, on a assisté à une remise en cause des savoirs institués et de leur revendication du monopole de l'expertise et leur priorité dans les décisions. L'expertise, dans ce cadre-là, était fondée sur un savoir, le savoir médical, normé, etc. Il y a eu le développement d'un argument de la part des usagers, de la part des patients, de la part de tout un ensemble d'acteurs, pour revendiquer l'idée selon laquelle ils disposaient aussi d'un savoir, d'une forme d'expertise, qui était fondée sur leurs expériences personnelles, sur leur parcours de vie, sur le fait qu'ils étaient concernés par la situation à plus ou moins, à plusieurs titres. Et c'est quelque chose que vous allez voir se développer à tout un ensemble de niveaux, que ce soit dans les associations de malades, des associations d'usagers, de victimes, de riverains, etc., qui revendiquent non simplement une place dans la décision publique, mais qui revendiquent un certain savoir spécifique. C'est ça l'expertise profane, un savoir spécifique qui n'a pas exactement les mêmes caractéristiques que le savoir scientifique. Le savoir scientifique, j'ai expliqué tout ce qu'il avait comme caractéristiques, qu'il était normé par tout un ensemble de règles, etc. Il demande plutôt une médiation, le développement de tout un ensemble de médiation, tandis que là, c'est un savoir qui revendique son immédiateté. Le fait que je suis concerné au premier chef par telle ou telle situation, je l'ai vécu dans ma chair, en un certain nombre de cas, et donc j'ai une expérience spécifique de ça, une expertise que je peux revendiquer et qui vaut autant, sinon plus, que la vérité scientifique. Oui. Voilà, parce que là, l'argument derrière va plus loin, effectivement, c'est non seulement on dispose d'un savoir spécifique dont vous voyez qu'il a une structure très particulière, parce que c'est pas un savoir que vous pouvez apprendre, par exemple. Et ça, c'est vachement important. C'est un savoir qui ne s'apprend pas, qui se vit, et donc qui exclut d'ailleurs ceux qui ne le vivent pas. Mais ça va plus loin dans la mesure où l'argument est de dire le savoir scientifique, en fait, occulte ce type de savoir. Non seulement il existe ce type de savoir, mais il est occulté par la manière dont la science fonctionne. Et vous le trouverez à tout un ensemble de niveaux. Tous les arguments qui consistent à dire « oui, mais si on raisonne de manière scientifique et technique, vous négligez tout un ensemble d'aspects sur les risques, sur l'exposition à des dangers, etc. » Bon, donc la revendication d'une certaine forme de savoir, de vérité, qui vient jouer contre la vérité scientifique. Deuxième élément qui rentre dans ce cadre-là, c'est le développement des médias, et notamment des médias audiovisuels, comme vecteur essentiel de la formation de l'opinion publique, avec par ailleurs l'accélération du temps médiatique. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un point sur lequel je trouve qu'on ne met pas suffisamment l'accent, c'est que la télévision, me semble-t-il, se prête beaucoup plus à transcrire ses expériences immédiates et subjectives, incarnées, qu'une expertise scientifique complexe et longue à exposer. Vous voyez bien pourquoi. Dans les journaux télévisés, si vous voulez traiter d'un cas, je ne sais pas moi, autour de l'amiante ou autour de Tchernobyl, tout ce que vous voulez, c'est plus facile de trouver plus efficace du point de vue médiatique, de présenter une personne qui va dire « ah oui, j'ai ces symptômes, ça va pas bien, etc. », montrer toute une souffrance très forte, d'accord, que de rentrer dans le débat complexe des causes, des tenants et des aboutissants de ça. Et donc là, de ce point de vue-là, je pense que les médias ont joué un rôle très important dans l'émergence et l'assomption de cette vérité, de ce mode de vérité particulier. À quoi s'ajoute évidemment, ces derniers temps, une décentralisation radicale de l'expertise ou de la prétention à l'expertise par Internet. C'est-à-dire qu'évidemment, si vous suivez ce que je vous ai expliqué, le modèle
dans lequel on fonctionnait était un modèle avec des institutions centralisées, type les académies par exemple, une fois de plus, qui centralisaient la vérité et les procédures de vérité. Aujourd'hui, à travers Internet, c'est une décentralisation totale de tout ça, avec contestation très forte, résultat, des institutions, type justement les académies, au nom de revendications de savoirs divers. Bref, l'émergence de tout un ensemble de prétentions à la vérité, difficile à réguler, difficile à contrôler. Troisième point, troisième élément de mon petit schéma-là, c'est l'intégration plus ou moins forcée de ces revendications à la décision publique et politique, c'est-à-dire reconnaissance par les acteurs publics de ces différents nouveaux acteurs comme légitimes et de leurs valeurs comme légitimes. Alors il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a des raisons très simples, c'est la puissance de ces acteurs qui ont réussi à se constituer en groupes assez solides et structurés par le relais d'associations, d'organisations diverses, par le biais des médias, je l'ai dit, mais aussi des tribunaux, à travers le saisissement des tribunaux. Les médias et les tribunaux, en un sens, ça c'est un point qui est important à noter, permettent de lier ou d'obliger le décideur public à ce type de vérité. C'est-à-dire que on peut prendre un cas, là encore, assez simple. Suite à l'affaire du sang contaminé, il y a eu beaucoup de questions, et plus tard, donc un peu plus tard, on a développé, je crois que j'en avais parlé l'année dernière, une technique de dépistage pour les contaminations possibles par transfusion sanguine à l'hépatite C, qui était fondée sur une technique PCR de repérage au niveau du génétique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le grand débat qu'il y avait eu au niveau de l'expertise, c'est est-ce que c'est légitime ou non de développer cette technique qui va apporter quasiment rien du point de vue de la gestion des risques. On va repérer peut-être un cas maximum pour une technique qui coûtait très très cher. L'ensemble des experts disaient c'est trop coûteux. La ministre de l'époque a décidé malgré tout l'introduction de cette technique de dépistage. Pourquoi est-ce qu'elle l'a fait ? Elle l'a fait explicitement, elle l'a dit, elle l'a fait parce que si elle se retrouvait au tribunal, face à un cas suffisait pour la poursuivre et la condamner pour ne pas avoir mis en place ces techniques qui auraient pu sauver cette personne-là. Donc le recours au tribunal permet, dans une certaine mesure, là, de lier véritablement la décision publique à ce type de problème. Par ailleurs, vous le savez très bien, l'évolution même de la politique est telle qu'elle est de plus en plus dans le régime de l'émotion et de la communication. Et dans ce cadre-là, il est bien évident que ce qui compte le plus, c'est de prendre en charge des émotions, des états affectifs suscités par une situation, qu'ils soient réels ou imaginaires. Finalement, de ce point de vue-là, la science n'importe pas grand-chose, puisque ce qui compte le plus, c'est le fait que l'émotion soit présente. C'est ça qu'il faut prendre en compte. On s'en fout de savoir si c'est vrai ou pas, la cause de l'émotion. Enfin, c'est le dernier point, le développement de ce qu'on appelle une démocratie technique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'assomption de ces acteurs dans le débat public est le parachèvement de la démocratie. La démocratie, ça n'est pas simplement arbitrer sur qui va être votre représentant politique, mais aussi arbitrer sur quelle technologie on va mettre en œuvre, etc., etc. Bon, alors, je voulais finir par le principe de précaution et le principe d'attention. Je ne sais pas si j'aurai le temps vraiment. Je vais juste dire un mot peut-être. Principe de précaution, vous le connaissez. Donc je vais m'arrêter plutôt sur le principe d'attention pour finir, en faisant une série de remarques, puisque c'est un principe qui est assez peu connu et qui rejoint cette question justement des radios sensibles. Le principe d'attention, c'est un principe qui, à mon avis, illustre parfaitement ces évolutions, de manière assez caricaturale d'ailleurs. C'est un principe qui a été formulé à plusieurs reprises par des agences comme l'AFCET, par les autorités publiques, au moment du débat sur les antennes téléphoniques, mais des autorités publiques, j'entends par les ministres, et municipales, c'est-à-dire que les maires mettent en pratique le principe d'attention, et qui a aussi connu des applications judiciaires sur lesquelles je reviendrai un petit peu si j'ai le temps. Alors, qu'est-ce que c'est que ce principe ? Donc c'est un principe qui a été formulé à l'occasion du débat sur les antennes de téléphonie mobile. Et je pense qu'il est vraiment illustrateur du fait que, à la rigueur, dans un certain nombre de cas, la décision publique n'a même à la rigueur plus besoin de l'énoncé de la vérité scientifique. En fait, elle pourrait parfaitement se passer de la science.
Ce qui le distingue même du principe de précaution dans ce cadre-là. Même si le principe de précaution ouvrait une brèche, il y a une différence assez forte quand même entre les deux. On peut prendre justement le cas des antennes de téléphonie mobile, de voir comment il a été appliqué dans ce cadre-là, pour voir la différence entre les deux. Qu'est-ce qu'on a fait au niveau du principe de précaution dans le débat autour du téléphone portable et des antennes de téléphonie mobile? On a vu un cas où le principe de précaution s'est appliqué de manière très rigoureuse, qui est suffisamment rare pour être noté, qui était le cas des téléphones portables. Dans le cas des téléphones portables, on a appliqué le principe de précaution. Qu'est-ce que ça signifie dans ce cadre-là? C'est que on se trouvait dans un état d'incertitude scientifique au niveau de l'existence d'un risque sanitaire lié au téléphone portable, notamment pour l'aggravation possible de cancer au niveau du cerveau. Incertitude, mais présomption scientifiquement étayée, c'est-à-dire qu'on retrouve bien travaillé dans la littérature scientifique, qui font débat de ce point de vue-là, mais qui sont acceptés par l'ensemble des acteurs scientifiques, présomption qu'il y avait peut-être un risque. On n'est pas certain du risque, c'est pas la même chose que par exemple le fait que consommer du tabac augmente le risque de maladies cardiovasculaires ou de cancer, mais il y a une présomption forte de l'existence d'un risque, scientifiquement étayé. Qui plus est, si ce risque est avéré, ah oui, j'ajoute qu'on dispose aussi des éléments physiopathologiques qui permettent de comprendre comment est-ce que ça pourrait se passer et pour expliquer pourquoi il y aurait des problèmes au niveau cérébral dans un cas comme ça. Si ce risque est avéré, les conséquences sont évidemment désastreuses. Vu la dissémination du téléphone portable, les conséquences sont potentiellement catastrophiques. On est dans une situation qui est exactement la situation du principe de précaution. Incertitude sur l'existence du risque, mais forte présomption scientifique, et potentielle catastrophe si on ne fait rien. Et donc, résultat, dans ce cadre-là, on a appliqué le principe de précaution de manière assez rigoureuse, sachant qu'on l'a appliqué de manière un peu simple, parce que le problème, c'est que d'un autre côté, le téléphone portable, on ne peut plus revenir dessus. On est vraiment dans le cas, justement, où on a lancé une technologie, alors qu'on était quand même dans un état d'incertitude important, et maintenant, on ne peut plus revenir dessus. C'est strictement impossible. Donc, on a proposé des mesures qui sont essentiellement des mesures de conseil, vous devez utiliser l'oreillette, etc. Bref. La situation est très intéressante de ce point de vue-là, parce que elle est différente de la situation pour les antennes de téléphonie mobile. Dans les antennes de téléphonie mobile, on se trouvait dans une situation très différente. Premièrement, il n'y avait pas de débat, ou presque pas de débat à l'intérieur de la communauté scientifique, du point de vue de la possibilité même de l'existence d'un risque. L'argument était de dire la quasi-totalité de la littérature scientifique, alors évidemment on pourra toujours dire oui, mais était dans une situation affirmant la non-existence du risque, qui plus est, on ne disposait pas, et on ne dispose pas des éléments en termes physiopathologiques qui pourraient rendre compte de ça. Et puis, ce qui moi m'intéresse le plus, c'est pas ça, c'est que le décideur public, de toute façon, a constaté ça, a affirmé, de fait, il n'y a pas d'existence étayée du point de vue scientifique du risque. Cela n'empêche pas, malgré tout, qu'il existe une angoisse. Et qu'il y a des états émotionnels liés à cette angoisse. Et ça n'empêche pas que ces états en eux-mêmes constituent un problème de santé publique. Et pourquoi? Et attention, c'est pas tout. Et que ce problème de santé publique, on doit le prendre en compte au nom d'un nouveau principe qui est le principe d'attention. On doit faire attention à ces souffrances, même si elles sont complètement déconnectées d'une quelconque réalité scientifique. Vous voyez bien que dans un cas comme ça, on n'a plus du tout besoin de la science, dans une certaine mesure, pour prendre des décisions. On est dans une situation où finalement, ce qui compte, c'est juste de constater que les personnes sont angoissées, qu'il y a une pression importante de ce point de vue-là, et ça, c'est constitutif d'un problème. J'ai dit que ça avait eu des retombées judiciaires, ça a eu des retombées judiciaires, mais pas sous le titre du principe d'attention, mais sous le titre du principe de précaution, mais appliqué de manière erronée, parce que c'était vraiment le principe d'attention, puisque vous savez que des antennes de téléphonie mobile
on a exigé que des antennes soient retirées au nom du fait que, là encore, indépendamment de toute la question de savoir s'il y avait des risques objectifs pour la santé, elle créait une angoisse subjective chez des personnes, que cette angoisse subjective était constitutive d'un trouble de voisinage, et qu'à titre de trouble de voisinage, la cause du trouble devait être déplacée et l'angoisse indemnisée. Donc on est vraiment dans des cas où vous voyez apparaître cette idée vraiment très forte de revaloriser. Là, vous voyez ce que c'est que la revalorisation de la subjectivité que j'essayais de décrire. Alors, je finis juste là-dessus en disant que ce qui m'intéressait dans ce cadre-là, c'est que là, vous voyez vraiment quelque chose de différent se mettre en place comme régime de vérité. Je pense vraiment que là, c'est très, très, très clair, avec des problèmes inédits en termes d'éthique qui vont se poser. Je crois que j'avais conclu sur ça l'année dernière, je redonne cette chose-là, parce qu'elle est une question d'arbitrage extrêmement redoutable. Pour la question des antennes de téléphonie mobile et du téléphone portable, au nom du principe de précaution, et on considère qu'il y a une probabilité de l'existence d'un risque lié au fait que les téléphones portables tirent beaucoup. Plus ils tirent, plus vous vous exposez à des ondes qui peuvent être mauvaises au nom du principe de précaution. On devrait donc adopter une politique visant à réduire le tirage des téléphones portables. Au nom du principe d'attention, les antennes de téléphonie mobile créent une angoisse et doivent donc être déplacées. Elles doivent être déplacées à la périphérie des villes. Donc au nom du principe d'attention, on déplace les antennes de téléphonie mobile à la périphérie des villes. Ce qui est en contradiction avec le principe de précaution, parce que plus vous déplacez les antennes à la périphérie des villes, plus on tire, et donc plus vous exposez. Et là, on est dans un cas extraordinaire où il va falloir arbitrer entre deux niveaux d'incertitude de risque. Voire une non-incertitude et une incertitude. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans tout un ensemble de cas, on a plutôt arbitré en faveur de ce qui était considéré comme un risque absolument incertain. Pour des raisons qui sont évidemment des raisons plus d'ordre politique et social qu'autre chose. Donc là, on est vraiment dans des cas assez intéressants au niveau éthique. Mais vous pouvez le refaire cette fois-ci entre le principe de précaution et la gestion des risques. Le principe de précaution impose d'adopter des mesures en fonction d'un risque potentiellement catastrophique, mais incertain. Ces mesures, elles ont un coût non négligeable. Il suffit d'évoquer quelque chose qui a eu lieu il y a un certain temps sur la vaccination pour avoir une idée des coûts que ça représente. Mais ce coût, il pourrait être alloué à une gestion des risques, ceci objectivé. Et là encore, il y a des arbitrages qui doivent être faits. On est dans une situation où économiquement, on n'est pas non plus, on dispose pas d'une manne financière démesurée. Des arbitrages doivent être faits, et on se retrouve dans tous ces cas-là face à ce fantastique défi d'arbitrer entre des futurs. Voilà, je m'arrête ici.